parents et amis avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue à Parents et Amis sur les différentes plateformes, évidemment sur gillesparent.com. Vous avez toujours la chance de nous écouter et d'écouter tout ce qui s'appelle les podcasts qui ont été faits depuis maintenant près de 2 ans en faisant une recherche en haut très simple, puis également nous écrire par contact. On est sur les applications Spotify, Google Podcast, Balado de Apple et YouTube. Vous aurez le bonheur de nous écouter si vous êtes là. Bon, on imagine qu'on avait écouté 1 ou 2, ou si c'est votre premier, bien bienvenue. C'est ça qu'on vous dirait. Le maire de Québec, Régis Labaume, quitte la vie politique municipale après 14 ans à la tête de la Ville de Québec, décision qu'il dit avoir prise il y a au moins 4 ans. Véritable bête médiatique, le maire Labaume est resté populaire auprès d'une large frange de la population durant à peu près tout son règne. Pour analyser son passage à la Ville de Québec, entrevoir la suite des choses sur la scène municipale de la vieille capitale, je discute avec l'analyste et chroniqueur au Soleil, François Bourque, un des nôtres depuis des années. Bonjour François. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Jusqu'à quel point l'annonce du retrait du maire de la vie politique municipale est pour toi une surprise? Y a-t-il un élément de surprise? Le fait qu'il choisisse de ne pas revenir, c'est pas en soi une surprise. Ça faisait un bon moment que c'était envisagé. Il l'avait évoqué publiquement plusieurs fois déjà. Il nous avait même annoncé comment ça se passerait. T'sais, dès l'automne dernier, il disait « Si je m'en vais, j'appuierai quelqu'un, mon équipe va continuer, évidemment, elle changera de nom, mais donc le fait qu'il choisisse de s'en aller, c'est pas une surprise. L'élément de surprise qu'il y a eu dans son point de presse la semaine dernière, c'est quand il dit « J'avais décidé il y a 4 ans déjà que je reviendrais pas ». Bon là, on le croit ou on le croit pas. Là. Il avait l'air sincère au cours de la dernière année. À chaque fois qu'il nous disait « Je jongle avec ça », il y a des journées j'ai envie de tout crisser là, pour reprendre ses mots, et d'autres journées où je trouve que c'est le fun, puis je vois pas qu'est-ce que je pourrais faire de plus fun dans la vie. Je pense que c'était vrai quand tu disais ça. Ben, il avait vraiment l'air sincère. Là. Ce qu'il nous dit aujourd'hui, c'est quand je vous disais ça, je savais que j'allais partir, mais en fait, il nous explique que c'est par stratégie qu'il a choisi de rester, ce qui est une hypothèse qui est quand même vraisemblable. Et garder son poids politique, dans le fond, c'est ça, jusqu'à la fin. Son rapport de force avec le gouvernement. Il a été en discussion avec le gouvernement sur le tramway jusqu'à 3-4 jours avant qu'il annonce son départ. Donc, c'est une hypothèse qui est vraisemblable, mais disons qu'il avait pris plaisir à être ambigu, ambivalent, puis il jouait avec ça. Il dit, ça garde mes adversaires sur le qui-vive. Il s'amusait de ça. Est-ce que tu penses, François, que si le tramway n'était pas attaché encore, il serait resté? Moi, je pense qu'il y aurait eu une pression assez forte pour rester. Ça fait longtemps qu'on sent que le maire Labaume souhaitait léguer quelque chose, qui a un héritage. Il était sensible à ça. Des politiciens, on pourrait imaginer, ils sont pas préoccupés par ce qu'ils vont laisser. Ils font de leur mieux pendant le temps qu'ils sont là. Lui, on avait compris que c'est important de laisser quelque chose. Il nous avait dit, ça sera pas l'amphithéâtre, c'est pas ça un legs, le genre de legs que j'ai envie de laisser. Alors, tu laisses quoi? Et puis, je pense que c'est devenu assez clair dans son esprit que le tramway, ça allait être son legs. Fait que si tu pars et c'est pas attaché, moi, je pense que... Et il y aurait eu une logique aussi à imaginer qu'il retourne en élection pour défendre son projet, parce que en 2017, le projet, on le sait maintenant, il n'était pas aussi abouti qu'aujourd'hui, mais il savait pendant la campagne qu'il aurait accès à beaucoup plus d'argent que ce qu'on avait pensé. Et le mot tramway avait déjà été mentionné entre lui et Philippe Couillard à l'époque. Il n'a pas osé en parler. J'imagine qu'il a fait un calcul politique et il a peut-être craint que ça ferait déraper la campagne électorale ou ça. Donc, il n'a pas eu le courage ou l'audace d'en parler. Donc, il y aurait eu une logique à imaginer que cette espèce de déficit démocratique, il aurait pu le réparer en disant « je vais être candidat, je vais venir défendre mon projet ». Mais il y a aussi des bonnes raisons pour se retirer. Tu sais, quand tu dis « il y a 4 ans », on ne fera pas l'analyse totale, mais on se dit, on essaie d'avoir des signes qui font qu'il y a 4 ans. Tu sais, ça peut être aussi simple au départ de « je vais y aller une dernière fois, je donne un dernier grand coup, après ça, bonsoir ». Peut-être qu'il s'était dit ça, regarde, j'y vais, je vais essayer d'aller pour peu importe ses motivations, est-ce que c'est le réseau structurant. Après ça, il y a la maladie, ces genres de choses, ça vient après, mais tu peux dire « OK,
pourquoi je travaille autant que ça? J'ai-tu besoin de travailler autant que ça? Est-ce que je suis en train d'y laisser ma peau? Parce que quand tu fais le bilan, ça c'est mon beau-père qui me disait ça, quand tu fais le bilan des maires des villes de la région de Québec, il y a une gang qui sont morts jeunes. C'est dur sur le body. Pas juste ça, tu vas me dire, mais la politique, c'est pas facile. C'est dur sur la vie familiale, c'est dur sur le couple, c'est dur sur la santé. Puis quand tu tombes malade, comme M. Labaume qui a combattu un cancer, ça se peut très bien que ça soit des éléments majeurs de réflexion. Ben, je pense que ça, en tout cas, si sa décision était déjà prise, comme il nous l'a dit, ça l'a sûrement conforté dans sa décision. Puis, tu sais, il nous l'a confié au moment où il est revenu de sa maladie. C'est sûr, ça force à réfléchir sur qu'est-ce que tu veux faire du reste de ta vie, comment tu veux le faire, à quel rythme. Et je pense que ces éléments-là se sont ajoutés. C'est probable. Moi aussi, je pense qu'une hypothèse qui a du bon sens, c'est d'imaginer, je vais en prendre un dernier pour la route, c'est ça. Ça pourrait ressembler. C'est exactement son genre. Là. Ouais, on ne peut pas dire qu'il n'est pas intense, puis tout ça, mais j'ai remarqué dans un entretien que tu as eu avec lui récemment dans Soleil, la semaine passée, tout de suite après son annonce de départ, tout le monde en parle, le passage aussi, il est revenu sur les médias sociaux. Et c'est pas le seul à en parler, mais je pense que ça l'a écœuré comme faut. Puis on aurait pu rentrer dans les médias sociaux, les guerres avec la radio, les guerres avec les commentaires de médias sociaux alimentés par la radio. Il n'y a pas que la radio, je sais, mais quand même, c'est très participatif à Québec. Là. Ouais. C'est une réalité très, très nouvelle, l'intensité des médias sociaux, mais si on essaie d'avoir de la mémoire, puis toi et moi, on est capable, parce qu'on a l'âge qui nous permet. Ouais. Mais, tu sais, rappelons-nous, Québec, au début des années 2000, l'époque de la prostitution juvénile et tout ça, la pression que l'allié disait avoir, pas juste sur lui, mais sur sa famille. Et là, on parlait pas de réseaux sociaux à l'époque, mais il y avait quand même cette pression-là qui se faisait sur des proches de sa famille. Il en souffrait, puis je pense que ça a certainement joué dans sa décision, à un moment donné, de dire « c'est assez, je passe à autre chose, je me retire ». Donc, maintenant, les réseaux sociaux amplifient cette réalité-là. Dans le cas de M. Labaume, c'est sûr que ça a joué, mais on l'a vu, lui-même a porté plainte à quelques reprises, parce qu'il y a eu des menaces et tout ça. Mais même quelqu'un qui a la couenne dure, puis on peut penser que Labaume a la couenne dure, ça suffit pas d'avoir la couenne dure puis d'être capable de dire, tu sais, tout le monde en parle, on disait, le conseil qu'il donnait aux politiciens, c'est, écoutez, fermez votre tablette, allez pas sur les réseaux sociaux. Ça, c'est facile à dire. Tu peux, comme personne, toi, faire ce choix-là. Mais tu contrôles pas les pressions qui vont sur tes proches, on va te mettre au courant. Ta famille, tes parents, et tout ça. Puis c'est eux souvent qui vont être victimes aussi des menaces, puis des railleries, puis des critiques. Fait que tu peux pas juste dire moi je suis fait fort, puis je vais faire sans ça. Il faut que toute ta famille soit d'accord, parce qu'elle aussi va en payer le prix. Ça, c'est une réalité qui est nouvelle. Puis sûrement que ça peut influencer la décision de personnes de faire ou pas de la politique. Oui, mais moi je pense que c'est un élément majeur. Là, on parle de la campagne municipale. L'an prochain, ce sera la campagne provinciale, fédérale peut-être entre-temps. Mais c'est sûr que le pouvoir, le nouveau pouvoir public qui est souvent assassin, souvent sournois aussi, il n'y a pas que ça, on le sait, les réseaux sociaux, mais ceux qui participent, ceux qui brassent la cage, moi, je pense que c'est un élément. Tu sais, quelqu'un qui se dit, je vais-tu aller faire une vie publique? La première question pour des gens qui ont des belles carrières, mettons, qui ont des bonnes carrières, qui ont des bonnes conditions, pas juste salariales, ils se disent, moi-tu aller là pour tant? Tu sais, puis certains vont dire, c'est pas si pire comme budget puis comme salaire, mais il y en a qui sont capables de faire bien plus que ça selon les compétences qu'ils ont ou qu'elles ont. On est d'accord avec ça? Fait que là, tu rajoutes à ça, on va aller me faire ramasser right and left, de droite à gauche, partout, peu importe ce que je vais faire, il y en a la moitié qui n'aimeront pas ça. C'était peut-être une réalité avant, mais on l'entendait moins, mais là, on l'entend de façon tonitruante. Moi, je pense que c'est un nouvel élément qui peut freiner pas mal de monde. Ah oui, on peut plus ignorer ça quand on réfléchit à ce que j'ai envie de faire de la politique ou pas. Faut savoir que ça fait aussi partie de la réalité. Tu sais, l'autre partie de la réalité, puis celle-là, elle est mieux connue, même si on n'en parle pas tant que ça. C'est le prix à payer sur ta qualité de vie. C'est un cliché quand je dis ça, mais je pense qu'il faut le rappeler parce que ça reste vrai. Je pense qu'il y a aime ou aime pas les décisions, aime ou aime pas les partis, les idées politiques qui sont défendues. On peut trouver qu'ils sont bons ou mauvais, mais c'est un dévouement, c'est un don de soi de faire de la politique. C'est un peu candide puis cliché de le dire comme ça, mais je pense qu'il y a ça aussi. Il faut que tu fasses le choix de ne plus avoir de vie si tu en vas faire de la politique, ou très peu. Tu vas être interpellé à tout moment, partout. Et puis au municipal, je pense que c'est particulièrement vrai parce que tu côtoies vraiment tes électeurs qui sont des gens de ton voisinage, tu vas les rencontrer partout, à l'épicerie, dans tes courses, dans la rue et tout ça. Tu peux pas être à la
l'abri de rien, puis tes proches seront pas à l'abri non plus. Alors, non, ça s'ajoute. Ouais. Ça prend du c'est pas le dernier de la liste, on est d'accord que ça fait partie des... ça fait partie de ça. C'est sûr que la compensation de ça, ça peut être grisant. Écoute. Tous ceux qui en font nous disent que c'est une drogue dure, puis qu'il y a une adrénaline qui vient avec ça, puis il y a un plaisir, un power trip. Mais en même temps... On pourrait dire dans le cas de certains, mais... Non, mais regarde, toi t'es journaliste, t'es columniste, tu fais des chroniques. Puis tu sais, quand t'as des échos, tu sens que tu as pu réveiller du monde ou amener des gens à... C'est le fun d'avoir un impact. Tu fais pas ça que pour ça, mais si les gens te lisent puis tu n'entends parler. Imagine-toi un maire qui réussit à faire quelque chose pour lequel il est convaincu et qui voit les choses changer, se rend compte qu'il peut faire une différence dans la vie des gens, dans la vie sociale, dans la vie urbaine, le côté civil de la chose. Ça s'explique, ça peut être intéressant, ça peut être grisant, puis ça peut être motivant. Oui, puis je pense qu'au municipal, c'est encore plus vrai qu'à d'autres niveaux. Tu es capable de toucher, c'est vrai. Les centres de décision sont plus proches, tu as plus vite un impact. Je me souviens, moi, dans mon voisinage à Sainte-Foy, c'est une anecdote un peu, mais je me souviens à un moment donné, quand on s'est installé dans notre quartier, dans le quartier Saint-Louis-de-France, il y a un parc, on allait marcher, on y va encore d'ailleurs, sur une espèce d'espace vert gazonné qui donne une vue sur le fleuve, pas très loin de chez moi. On arrive là, il n'y a pas de banc. Il n'y a rien. Pourquoi ils ne mettent pas des bancs? Ouais, pourquoi il n'y en a pas? Si tu les voisins qui ne veulent pas. Ma blonde a fait un téléphone à son conseiller municipal de l'époque. Elle a dit, pourquoi il n'y a pas ça? Puis, finalement, il y a eu. Ils ont installé rapidement des bancs, là, je sais pas, quelques mois, la saison suivante, je sais pas trop, mais c'est ça. Fait que, même si c'est un petit gain, mais il y a probablement une petite satisfaction. Puis je peux te dire que ces bancs-là, ils servent, et puis pas juste à nous autres, ils servent à tout le monde, mais c'est ça, tu as une influence sur le milieu de vie, sur la qualité de vie des gens. Tu peux changer des choses. Donc, ça peut être très valorisant aussi. Et les politiciens qui ont fait les deux, qui ont fait du municipal, qui ont fait du provincial, l'allié en est à un, mais il y en a quelques-uns qui ont fait les deux, on dit qu'il y avait vraiment touché plus à la vie des gens, puis au quotidien du monde au municipal. Fait que c'est autre chose. Je veux qu'on revienne un peu, on a déjà fait souvent même ensemble des bilans de M. Labaume, sachant pas la suite des choses, mais là, dans ce cas-ci, c'est quasiment un hommage. Lui-même disait, on dirait un hommage funèbre. Je vais tout fermer, il me semble que ça va bien. Personne n'a trop de critiques, mais je sais que le titre d'un article que tu as écrit récemment, évoquant la rencontre avec le maire Labaume, entre autres, était « Québec perd sa rockstar ». Est-ce que, à ton avis, 14 ans de pouvoir faisait qu'il était encore une rockstar auprès du grand public? Je pense que oui. Évidemment, je pense que oui. Il n'y a pas tout à fait le même taux d'adhésion qu'il pouvait avoir en 2010-2012, lorsqu'il a atteint le sommet de sa popularité. Là, je pense que ça avait fléchi un petit peu. Des gens qui pour toutes sortes de bonnes et de mauvaises raisons, mais des bonnes, entre autres, ils pouvaient être tannés des fois de son ton et tout ça, même si c'était un peu adouci, mais on parle nous avec des gens de son entourage, M. Labaume, des attachés de presse, tout ça, puis ils nous décrivent encore l'impact qu'il y a quand il se présente à quelque part. Les gens s'agglutinent encore autour de lui. C'est une vedette, on peut dire ça? Oui, c'est une vedette. C'est une des vedettes de Québec. Même si tu l'aimes pas, il y a bien des vedettes qu'on n'aime pas, il y a bien des vedettes qui sont vedettes, mais qu'on n'aime pas, des gens qui ont été très connus, dans le sens connu, aimé d'une bonne frange. Ouais. C'est ça qu'on peut dire? Ah oui, absolument. Puis tu vois cet impact-là, tu le mesures dans les sondages aussi. Oui, les sondages, puis dans les plateaux de télévision nationaux aussi, où on l'invite encore. Peut-être, il y a une certaine époque, il était tout seul sur ce terrain-là. Il y avait, c'était à l'époque où il y avait un vacuum à Montréal, il n'y avait pas de maire intéressant ou pas de maire fort. Alors, M. Labaume, à une certaine période, il était tout seul à aller sur ces plateaux-là. Mais tout le monde le réclamait comme maire. À la blague, mais les gens de Montréal auraient voulu l'avoir. Bon, évidemment, après ça, il est arrivé M. Coderre, Mme Plante, qui ont occupé un peu d'espace. Donc, peut-être M. Labaume a été moins tout seul sur la patinoire, mais encore aujourd'hui, regarde, tout le monde en parle, qui est un des critères, qui n'est pas le seul, mais qui est un bon indice. C'est quoi? Il est allé 2 fois en dedans de quelques semaines. Même s'il venait de passer, on disait, on peut pas ne pas le réinviter à partir du moment où il annonce qu'il s'en va. Et puis je pense que les gens de Montréal aussi ont, puis c'est pas un reproche, mais ils ont, je pense, une lecture de M. Labaume qui est pas fausse. Il l'admire, il aimerait ça l'avoir, le gars qui parle pas la langue de bois, qui a des idées, qui a le sens de l'humour, un sens de l'autodérision. Il y a plein de qualités de communicateurs qui sont admirées. Mais je pense que les gens de Montréal, les médias de Montréal, n'ont pas vu non plus l'autre facette de M. Labaume qui irrite pas tout le monde, mais un certain nombre de citoyens de Québec, le côté plus abrasif, le manque de respect pour l'opposition, pour les idées qui sont contraires aux siennes, c'est ce genre de mépris-là qui s'exerce au conseil municipal. Il n'aime pas être challengé tant que ça, sur ses décisions et ses idées. Je ferais une nuance.
OK. Il n'aime pas être challengé en public. OK. Moi, je pense qu'il accepte. C'est un gars qui accepte d'être challengé. Les jeux verbales, il aime ça? Plus privément. OK. Je pense qu'il accepte. D'ailleurs, la plus belle preuve de ça, c'est qu'on l'a vu régulièrement changer d'idée sur toutes sortes de sujets. Et moi, je le voyais comme tramway en étant un. Ben oui, SRB, mais tramway. Mais moi, je vois le tramway du tout. Je le vois comme une qualité, moi. Oui, tout à fait. C'est une évolution, plus que... Oui, puis une ouverture d'esprit, puis une intelligence. Moi, je le vois aussi comme ça. Mais je pense que c'est une facette de lui qu'on ne voit pas publiquement, ça. C'est vrai. C'est moins, en tout cas, beaucoup moins. Il accepte pas d'être challengé publiquement. D'ailleurs, que si... Le débat public, il a toujours été réticent à ça. Il attaquait les personnes plutôt que de faire un débat d'idées ou un débat sur le fond des dossiers. Mais je pense que ce qu'il refusait en public, en privé ou avec les employés de la ville, avec ses collaborateurs, moi, je pense qu'il était beaucoup plus ouvert à ça. D'ailleurs, c'est un gars qui est charmant là-bas, mais il y a un côté rugueux des fois quand il parle de gens avec qui sont pas d'accord avec lui là, publiquement, mais c'est un gars aussi qui est absolument charmant. Il n'aurait pas eu ce succès-là s'il n'y avait pas eu ce côté de séduction puis de charme. C'est drôle, quelqu'un me disait, quand tu veux voir l'ancienne façon de faire de la politique, le côté guindé, cassette, et tu as deux exemples qui sont pas du tout sur la même patinoire. Tu as Trudeau, puis tu as Labaume. Il dit, quand tu veux deux extrêmes, là, la bombe proche du monde, facile, accessible dans son discours, des images fortes, alors que nous allons regarder, tu sais, du côté politicien, généraliste, que t'as l'impression qu'il dit rien. Je suis pas en train de dire que c'est un incompétent. Je dis juste que le discours, la façon de s'exprimer, c'est deux mondes. Oui, le langage est plus empoulé. Là. Je sais pas si c'est juste une question de la maîtrise de la langue ou pas. Là. Il est probablement meilleur en anglais. Ben oui, on se pose la question. Je suis d'accord. Mais il faut aussi avoir vu Trudeau. Moi, je l'ai pas vu souvent, Trudeau, parce que je le couvrais pas au quotidien, mais tu sais, les fois où je l'ai vu sur le terrain, le côté rockstar était là. Le Trudeau Mania, je sais pas que c'était le même effet que son père, mais il s'exerçait aussi. Tu vois, les gens allaient aussi vers lui, vouloir se faire photographier, puis lui-même se prêtait à ça, les selfies, tout ça. Donc, ce côté rockstar, moi, je pense que Trudeau, c'est vrai que quand il parle devant un micro, comme premier ministre du Canada, ça paraît moins. Mais je pense que quand il arrive sur le terrain, il y en a qu'on a vu beaucoup plus constipés puis figés que Trudeau quand il rencontre des électeurs. Revenons à M. Labaume. Est-ce que tu dirais que de ses débuts en politique, quand il a commencé à mettre les pieds en politique en 2005 à aujourd'hui, tu dirais que M. Labaume a vraiment évolué positivement? Oui, il était plus tout à fait tu sais, il est encore lui-même dans la plupart de ses qualités. Ben, il a appris beaucoup. Tu sais, nécessairement, il est arrivé au municipal, il connaissait rien du municipal. Les notions d'urbanisme et tout ça, fait qu'il a dit plein de choses au début, puis en cours de route, il a changé d'idée, il a nuancé, puis c'est vrai de tous les politiciens, tu sais, au municipal, il y en a beaucoup qui arrivent, puis ils pensent que leur programme, il suffit de dire on va couper les dépenses, on va couper les voyages inutiles, puis on va être heureux. Puis on va faire un troisième lien. Puis ça c'est le programme électoral. Mais tu vois, comme ça, je parle de M. Gosselin, c'est sûr que lui, après 4 ans, il a appris beaucoup aussi, puis ses points de vue sont plus nuancés, il y a une autre vision qui s'est enrichie. Alors, M. Labaume aussi est passé par là. Il a appris, il est beaucoup plus nuancé, plus réaliste sur ce qui est faisable, sur le rythme où les choses sont faisables ou pas, mais sur l'essentiel, je trouve pas qu'il a changé tant que ça. Je pense qu'il a été probablement un petit peu plus attentif à pas, j'allais dire à pas provoquer inutilement, mais tu as dit que le naturel était jamais loin. Hein? Tu sais, encore dans la dernière année, là, où on dit qu'il était devenu plus zen après sa maladie. Ouais, plus humain. Plus empathique. Je pense que ça, il l'a toujours été. On pourrait revenir, mais on dit qu'il est devenu plus zen. C'est vrai, mais regarde, moindrement, on l'a questionné, exemple, sur le Laurentia, le projet du port, qui est encore en suspens. Puis, à un moment donné, à l'époque où il poussait fort sur le fédéral pour que le fédéral se commette en faveur de ce projet-là, puis là, il se mettait à interpeller Jean-Yves Duclos, le ministre du Québec, qui est pas quelqu'un de belliqueux, puis c'est pas quelqu'un qui est confrontant, mais il l'attaquait vigoureusement. As-tu besoin de faire ça avec le pont de Québec, ça a souvent été ça aussi. Oui, c'est ça. Fait que tu vois que le naturel est quand même pas si loin. Puis avec l'opposition,
j'ai pas trouvé qu'il est aujourd'hui très, très différent de ce qu'il était il y a 14 ans. Donc, mais par globalement... moment, ça sent les respects. Les respects. Ben moi, c'est ce qu'on entend. Hein? Oh, encore franchement, vous n'avez rien compris. Tu sais, le côté quasiment méprisant. Tu es d'accord envers la position? J'ai utilisé le mot tout à l'heure, puis c'est de ça que ça a l'air de ça avec les gens de position. Pourtant, quand tu converses avec lui, il reconnaît qu'en démocratie, il sait en théorie que c'est important d'avoir différents points de vue et différentes options pour les citoyens, mais je pense que ça fait aussi partie de sa recette, et c'est bête à dire, mais de son succès, c'est comme si les gens aimaient ça. On a souvent dit, François, que c'était un one-man show au début, la bombe, le show de la bombe, tout le monde voulait la bombe, puis finalement... Mais moi, j'ai entendu des échos de gens qui disaient qu'ils avaient confiance, il y avait une équipe de confiance, puis il y avait des gens en qui il avait confiance. Est-ce que il y aurait eu une partie de sa réflexion qui disait, moi, je m'en vais, il y en a qui vont trouver le temps long, là, tu sais, c'est-à-dire, je pense pas que tu restes en politique juste pour sauver les autres, là, mais penses-tu que c'est un élément qui faisait que... Parce que équipe la bombe sans la bombe, t'es d'accord, c'est un petit peu différent, là? Ouais, c'est pas... Il n'y a pas d'équipe la bombe sans la bombe, là, c'est pas compliqué. Ça pouvait être un gars d'équipe, dans le fond? Ben, je pense que c'est un gars d'équipe dans le sens où c'est un bon leader, je pense. Puis il est capable de convaincre des gens de le suivre, puis il est capable de mobiliser des gens autour de lui, de les motiver. Dans ce sens-là, oui, c'est un bon gars d'équipe. Quand vient le temps de faire les coms, par exemple, il n'y a pas eu beaucoup d'espace pour ses collaborateurs au cours de la dernière année. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas participé derrière à nourrir ses réflexions, puis amener des points. Puis dans ce sens-là, c'est bien possible moi, je suis pas dans les réunions de l'exécutif, je suis pas à l'interne, mais c'est bien possible qu'il écoute puis qu'il fasse confiance à son monde. Mais quand vient le temps de livrer, là, écoute, tu sais, quand t'as connu McDavid dans ton équipe, tu le mets sur la glace. Puis il va y avoir beaucoup de temps de glace. Ben c'est ça. Fait qu'il n'a pas eu beaucoup pour les autres. Et est-ce que c'est si important, si le travail se fait, il faut être honnête, là, parce qu'on pourrait dire, ben là, ça serait le fun que chacun à leur tour parler devant les médias. Ça n'a pas de bon sens. Tu comprends que ça n'a pas de bon sens, puis ça se fait au provincial, au fédéral, dans toutes les formations politiques. C'est pas tout le monde qui est apte, pas tout le monde qui est à l'aise, c'est pas tout le monde qui a les coups des franges pour dire les choses et ne pas dire celles qui ne doivent pas être dites. Tu peux t'en faire Jean Baptiste. Mais il y a ça, mais plus que ça encore, je dirais, c'est le résultat. C'est que quand tu veux faire une communication publique, tu veux faire connaître un projet, un programme, une réalisation, tu t'aperçois que si la bombe n'est pas au micro de la conférence de presse, probablement que ça ne sera pas des nouvelles. Ben, alors, le meilleur exemple, c'est le RTC. Quand M. Normand faisait une annonce, mettons, pré-tramway, pré-SRB dans le temps, j'entendais les journalistes dire « Ah, ben la bombe n'est pas là, on n'ira pas. » Ben, c'est ça. Fait que il y a peut-être un effet pervers que tu as toi-même contribué à créer, mais où tu as fini par envoyer le message, même si c'était pas celui-là, c'est pas important, donc j'y vais pas, donc c'est pas important. Comme les fameux points de presse du gouvernement provincial, à 13h, c'est moins pire qu'à 17h. Si un rendez-vous à 17h, on a appris que c'était des plus mauvaises nouvelles, entre guillemets. C'est ça. Fait que, la bombe est là ou la bombe n'est pas là. C'est ça fait partie, je pense, des choix de communication que l'administration Labaume a fait, puis c'est sûr que ça n'a pas donné beaucoup de visibilité aux gens de son équipe. À part M. Normand, qui en a eu plus, puis on dirait pour le meilleur et pour le pire. C'est son talent premier et pas la communication ou l'empathie, mais tu sais, je pense que on n'apprend rien à personne, ni à lui, en disant ça. Là, c'est pas méchant, c'est une observation. Si on faisait une courte liste des traits de caractère ou de la personnalité du maire Labaume qui ont assez bien servi la ville pour qu'on l'espère que la succession à la ville ait ces mêmes caractères-là, qu'est-ce qu'on voudrait, dans le fond, d'un successeur ou d'une successeur? Est-ce qu'on veut un clone de Labaume pour lui succéder? J'espère que non. Je pense que c'est la première question à se poser. Puis la réponse, c'est sûr qu'il faut que la réponse, ça soit non, parce que tu vas juste être déçu. Si t'en cherches un autre pareil, tu vas juste être déçu. Il y en a juste un, il est assez incomparable dans Est-ce qu'en ce sens, tu penses qu'on va faire une bonne... Prenons pour la gang de la Beaume ou ceux qui vont être restés là, peut-être que l'idée d'avoir une femme pour faire une transition plus franche, ça se peut. Pas juste une femme pour une femme, mais tu sais, pour éviter les comparaisons boiteuses. Là. En tout cas, c'est le long qui circule depuis quelques jours. On verra si ça se concrétise. Là, c'est une des conseillères de son équipe, Marie-Josée Savard, que probablement à peu près personne connaît, même si elle est là. Elle était VP d'exécutif depuis 4 ans, en charge des dossiers d'aménagement de patrimoine. C'est quand même des dossiers assez importants pour une ville comme Québec. Oui. Et je pense qu'à peu près personne, à part ceux qui suivent la politique de près,
personne ne la connaît. Labaume dirait personne ne me connaissait en 2007. C'est vrai, il a absolument raison, mais Labaume avait quand même une personnalité très forte. Dans le cas de Mme Savard, on verra si c'est elle. Mais c'est un autre genre, là. Mais c'est complètement ailleurs, et c'est peut-être pas fou, là, le fait que ce soit une femme, mais le fait que ce soit un style aux antipodes. Donc, en partant, là, toute comparaison est impossible avec si c'était Marie-Josée Savard qui représente cette équipe-là, ou ce qui va rester de cette équipe-là, parce que on peut penser que si M. Labaume s'en va, il y en a peut-être beaucoup il y en a peut-être quelques autres qui vont... je dirais l'assurance d'être élu dans une équipe forte comme ça était plus grande que si jamais M. Labaume n'est pas là. Il va y avoir plus d'incertitudes, t'es d'accord? Oui, absolument. La joute politique complètement. Et ça donne des opportunités à ceux qui ont déjà flirté avec l'idée d'y aller, autant indépendant que... je ne dis pas que ça va se garrocher, je ne m'attends pas à ça. Là. Mais je dis juste que, tu sais, ceux qui disaient qu'ils ne s'avanceront pas le nez, la bombe, s'ils se représentent, oublie ça. Oui, c'est vrai. Moi aussi, mon premier réflexe, ça a toujours été... c'est ça, tant que Labaume est là et est aussi populaire... Vous n'avez pas grand-chance, là. À peu près personne d'autre a de chance. Donc, il n'y a personne qui va lever la main pour dire je vais aller à l'abattoir contre Labaume. On disait la journée où M. Labaume va partir ou annoncer son départ, là, la porte va s'ouvrir. Mais en même temps, là, il le fait quand même assez tard. On était à 6 mois des élections. Il reste un petit peu de temps, mais tu sais, aller en politique, là, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, le sacrifice personnel sur sa vie, sur son temps, tout ça, la pression, tout ça fait partie des éléments. Mais au-delà de ça, est-ce qu'un indépendant peut, à ce point-là, lever la main et dire « Je vais être maire de Québec avec des chances raisonnables de gagner. » À part Mme Boucher? Mme Boucher, il y en a probablement d'autres, mais Mme Boucher est encore dans l'espace public au moment où elle est venue à Québec. Elle avait été mairesse de Sainte-Foy pendant combien d'années? Oui, c'est ça. Elle était dans le monde municipal. Elle était très connue. Elle était à la radio tous les jours aussi. Et c'est ça, c'était un monument à Québec. Et donc, pour elle, c'était pas... Elle a réussi quelque chose que très peu auraient pu faire, sans mettre une scène, sans faire campagne, sans mettre d'affiches, puis sans avoir de programme. Là, il faut le faire quand même. Il faut vraiment le faire. Mais est-ce que quelqu'un d'autre peut faire ça? Et mais quand tu penses à ça... même si quelqu'un réussissait ça, Gilles, il faut que tu te dises aussi, et tout à coup, je gagne. Là, ensuite, ça veut dire que si tu es élu comme indépendant, ça veut dire que tu arrives à un conseil municipal où il n'y a personne qui, au départ... t'es acquis. Ça veut dire que pour chaque décision, pour chaque projet, il va falloir que tu convainques tout le monde. Peut-être qu'au point de vue démocratique, c'est peut-être une bonne chose. Tu es obligé d'être plus conciliant, d'être plus rassembleur, s'il faut qu'à chaque fois, tu fasses approuver chacune de tes idées, mais ça peut vite être épuisant. Puis quelqu'un qui a déjà fait de la politique, là, c'est ça. Alors, est-ce qu'il va aller comme se présenter comme indépendant en disant, voici, si je gagne, ça va être ça mon quotidien ensuite. Tu sais, je pense que ça s'ajoute aux éléments de réflexion. Tu sais. Plus probablement, tu vas avoir envie de te joindre à une équipe. Mais là, les équipes ont, si ça se confirme dans le cas de l'équipe de M. Labaume, qu'il y a quelqu'un d'autre, il y a des chefs pour tous les autres partis en ce moment. Est-ce que tu crées ton propre parti à quelques mois des élections, avec mettre en place une machine, recruter, faire du financement, tout ça? Ou alors tu investis un parti qui est déjà là? Moi, je pense que ça, c'est pas impossible que ça arrive. OK. Qu'un parti qui est... exemple. Tu trouves une nouvelle tête. Exemple. Je donne toujours le même exemple, mais je pense qu'on ne peut pas passer à côté de cet exemple-là. Mettons qu'il y a à Québec un champion caché à quelque part ou quelqu'un qui est contre le tramway, exemple. Okay. Et puis il y a beaucoup de gens à Québec qui sont contre le projet de tramway. Et puis il y a un seul parti en ce moment qui le dit ouvertement. Qui le dit ouvertement puis qui défend ce point de vue-là. C'est le parti d'opposition Québec 21. Est-ce que les chances de M. Gosselin de prendre la mairie sont élevées? Si on questionne autour de nous, la réponse c'est non. Puis il n'y a pas un sondage qui suggère qu'il y a des chances. Ça y enlève pas d'autres qualités ou d'autres mérites qu'il peut avoir. Mais si quelqu'un qui est très connu, une vedette du Québec dit moi je suis contre le tramway puis j'ai envie de faire la mairie, est-ce qu'il va cogner à la porte de Québec 21 puis est-ce qu'on va dire OK, d'accord, on va changer de chef à quelques mois des élections? Moi, je pense que des scénarios qui sont... Okay. C'est un scénario qui n'est pas impossible. Je ne sais pas que c'est ça qui va arriver, mais c'est pas impossible. J'ai une question que des auditeurs qui nous entendent maintenant doivent se poser, je pense. OK. À partir du moment où la Ville a ficelé ça, a fait des changements qui étaient souhaités par le gouvernement, entre autres, l'argent est arrivé, fédéral et provincial, mais surtout provincial pour le tramway. C'est donc accepté. Tu peux vraiment... Moi, je pensais que tu pouvais plus, à un moment donné, reculer. Il faut que tu avances parce que là... Fait que moi, je me disais... Je trouvais ça curieux même que M. Gosselin dise encore, moi, je vais te rayer ça, le tramway, merci, bonsoir. Alors que le provincial a mis l'argent, qu'il y a quand même... Moi, je pense que c'est vrai qu'il y a de la critique en masse, on l'a entendu. Puis je le vois même dans les commentaires Facebook sur ma page, il y a des gens tout le temps, le prochain candidat, j'espère qu'il va sacrer le tramway au vidange. Il y en a à travers, puis c'est pas toujours une rébellion qui est reprise par d'autres.
Mais moi, je me disais, à un moment donné, je pensais que c'était scellé par le gouvernement, tu pouvais plus difficilement, puis ce serait très mal vu de dire, OK, on scrape ça encore. Alors qu'il y a eu une première tentative de multiples études, le SRB, on a tiré à plat, on est revenu. Le troisième lien qui me semble avoir été beaucoup plus intéressant pour le monde à partir du moment où c'était sous le fleuve. On dit pas une autre structure qui va venir. Tu sais, fait que j'ai senti qu'il y avait une progression dans tous ces dossiers-là, troisième lien et tramway, puis que finalement, la nouvelle version du tramway, qui a été refaite plusieurs fois, qui avait quand même, en tout cas, moi j'entends pas mal de gens qui l'espèrent. Là, je me dis, encore quelqu'un qui peut arriver en élection cet automne puis scraper ça? Je suis un peu surpris. Ben, moi, je pense que ça serait fou d'essayer de reculer puis de dire on va tout recommencer encore Mais est-ce que une fois. Tu penses qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut? Regarde, là, l'étape où on est rendu aujourd'hui, c'est que la Ville de Québec lance des appels d'offres. On sait qu'il y a 3 consortiums qui, au départ, avaient dit, moi, ça pourrait m'intéresser, ce projet-là. Là, on fait un appel d'offres. Mais la Ville de Québec, c'est pas le maire Labaume seulement, là. C'est ça, je veux dire. La Ville a eu le hockey du provincial. Oui, puis l'argent. Le nouveau maire, il peut aller au-delà de la Ville. L'argent est là. Non, mais ce que j'allais dire, Gilles, c'est que on va poser la question autrement. On peut-tu imaginer qu'à l'automne prochain, mettons que c'est un candidat qui est contre le tramway, qui est élu, le chantier n'est pas commencé. On est encore en train d'attendre des résultats d'appel d'offres et tout ça. Est-ce que tu vas investir autant d'argent dans un projet aussi dérangeant, parce qu'il va l'être, un projet alors que le maire de ta ville serait contre? En partant, moi, politiquement, je pense qu'il y a un problème. Okay. Et là, on va attendre les résultats des appels d'offres qui vont arriver plus tard, peut-être en 2000, peut-être plus tard dans l'année, mais les contrats ne seront pas signés parce qu'il va y avoir une période de négociation aussi entre la ville et le consortium choisi, parce qu'on va d'abord choisir un consortium pour son concept, pour le concept qui va être proposé. Il y a beaucoup de choses déjà décidées, mais il y a de la place à de la créativité puis à faire d'autres choix. Puis ensuite, une deuxième ronde avec le prix. Et tout à coup, là, je ne veux pas être prophète de malheur, mais tout à coup, les appels d'offres sortent le double de ce qui était prévu, puis il n'y a plus rien qui rentre dans le budget. On va se sentir à Montréal? Oui, mais ça, il va se passer quoi? On va retourner cogner à la porte du gouvernement? Est-ce que ça va être un autre prétexte de dire « Ah ben là, ça marche plus, c'est pas ça ». Ça, c'est la première partie de ma réponse. Donc, tant que le contrat n'est pas signé avec les consortiums, ça va coûter. Si Québec décidait de se retirer, ça va coûter quelque chose, parce qu'il y a déjà de l'argent il y a plus que 100 millions qui a déjà été mis là-dedans. Puis plus on va avancer, bien, plus il y a de l'argent qui va être consacré à ça, et de la part des consortiums aussi, et ça, il va falloir dédommager. C'est sûr que tirer à plug, à partir de maintenant, ça va coûter quelque chose, mais moins cher que le coût du projet. Est-ce que tu serais capable de conseiller à quelqu'un qui veut se présenter à la mairie, un nouveau candidat, une femme ou un homme, de se présenter, parce qu'il faut que tu le fasses là. Tu te présentes contre le tramway, puis penser qu'il va être élu. Moi, moi, je pense pas, mais en tout cas, c'est la thèse de M. Gosselin de Québec 21. Mais ça, c'était la première partie de ma réponse. L'autre chose, Gilles, c'est que la différence avec 2017, la dernière élection, c'est que là, même le parti d'opposition qui est contre le tramway est pour un système de transport en commun organisé et structurant, comme on dit, alors qu'il était contre à l'époque. À l'époque, il disait on va rajouter quelques bus puis ça va être correct. Alors qu'aujourd'hui, il dit plus ça. Il dit je vais avoir mon propre projet. Je sais pas s'il va arriver avec un projet de métro ou un projet de je sais pas quoi, de transport, mais en tout cas, le Parti Québec 21 nous dit j'aurai un projet moto, moi aussi. Donc, ce projet-là, il va nécessairement coûter quelque chose. Il n'a pas dit qu'il prendrait les études, les moultes études qui ont été faites avant, puis il les mettrait à profit. Il me semble que j'ai lu ça. Oui, mais en même temps, c'est pas le même projet. Non, mais nécessairement, ça va être ça, Gilles, parce que, pardon, tu sais, le transport en commun, là, on a beau dire, on peut discuter du mode de transport, ça veut dire des bus articulés ou du tramway, mais tu sais, le transport en commun, ça vise à déplacer des gens. Puis idéalement, tu essaies de le placer dans un corridor où il y a du monde qui vont le prendre, puis où il va être utile, puis où tu as des chances que les gens disent « je laisse ma voiture parce que j'ai un moyen de transport plus efficace ». Donc, les grands corridors de déplacement, là, tu peux pas les réinventer. Non. Donc, peu importe, tu dis ça sera pas un tramway parfait, ça va être quoi? Puis si tu veux que ça soit des bus, léger, peu importe, ça va c'est ça, appelle-le comme tu veux, mais puis mets le véhicule que tu veux, mais pour le rendre efficace, t'en sors pas, il faut que tu le mettes dans un corridor à l'abri du trafic. Oui, dans un corridor où il y a du monde, mais aussi dans un corridor physique à l'abri du trafic le plus possible. Sinon, ton moyen de transport, il ne sera pas efficace. Bon, alors que tu fasses rouler dans ta voie réservée un tramway ou des autobus articulés,
ça va impliquer là aussi des dérangements dans la ville pour tracer ces corridors-là, de les mettre à l'abri. Ça va entraîner un dérangement des habitudes de circulation pendant les travaux et probablement après aussi. Donc, et ça va aussi coûter quelque chose si tu veux atteindre une certaine efficacité. Donc tu peux dire que ça ne sera pas le tramway, mais les arguments des gens qui sont contre le tramway, c'est ça coûte cher, ça va être dérangeant, tout ça. Essaye de faire un autre projet, ça va aussi coûter cher. Ça va déranger ça va aussi déranger. Puis même si c'était... Tout à coup, il arrive avec les tu sais, il y a une espèce d'idée qui est un peu populaire en ce moment, une espèce de métro léger, sans conducteur, tout ça, de 2 wagons, métro, tout électrique. Ouais. Un peu au Japon, par exemple, ici. Là. Non, c'est ça. Mais même si tu veux faire ça, tu vas le faire rouler où? Il va falloir que tu creuses des tunnels. Imagine, si pour le même budget, tu es capable de faire 3 kilomètres au lieu de 23, as-tu mieux servi les citoyens de Québec? C'est cute. Puis, ça dépend aussi de la méthode qu'on utilise pour faire ce métro-là. Exemple, si c'est un métro, si tu prends un tunnel, tu dis, OK, un tunnelier, OK, ça va peut-être être moins dérangeant, mais il y a d'autres endroits. À Montréal, ça s'est fait en ouvrant les rues aussi. Fait que, ça, c'est dépendamment de tout ça, ça risque d'être dérangeant et coûteux aussi, puis pour finalement arriver à desservir le même monde dans les mêmes corridors. Est-ce que tu as vu l'évolution, toi, de son discours, soit personnel ou politique, mais probablement plus politique, M. Labaume? Il est passé de « on veut rien savoir » il y a à peu près 15 ans, à peu près, là, un discours où tramway, oublie ça, c'est pas dans les plans. Puis SRB, pas trop convaincu, finalement tramway, puis là, il dit « ça va être mon leg ». Fait il s'est laissé convaincre, c'est tous ces voyages que il a écouté, je sais pas, ça fait partie du nouveau Labaume qui... je sais pas, j'essaie de voir qu'est-ce qui l'a amené là. La conversion au tramway, elle est arrivée très tôt. Quand on regarde la trajectoire de Labaume, entre 2017, moment où il arrive à la mairie, puis... 2007, tu veux dire? Moi, j'ai dit 17. Ouais, ça serait 2007. On va y aller avec 2007. Merci, ouais, ça va être mieux. Et aujourd'hui, cette conversion-là au tramway, elle arrive relativement tôt. Elle arrive dans le premier tiers de son séjour. Ça arrive à quelque part en 2009-2010. Pas compliqué. Il a fait la campagne de 2007 en se moquant, puis 2009 aussi, je pense, en se moquant des partis d'opposition qui parlaient d'un tramway. Et il y a un moment très précis, il y a une réunion très précise où il a été convaincu. Le vent a changé. Oui. J'ai déjà raconté ça, là. Il y a longtemps dans des chroniques. Oui, c'est ça, c'était une réunion. Puis on a le nom de la personne, à part ça, qui l'a convaincu. C'était l'ancien DG de la ville, Serge Villot, qui était là, puis ça m'a été raconté et par M. Villot, et par des gens qui étaient là, et par M. Labaume lui-même. Okay. Et l'argument qui a convaincu M. Labaume, à ce moment-là, qui avait toujours été contre le tramway, c'était de dire, oui, un tramway, ça peut servir à transporter des gens, mais c'est aussi un outil de développement économique. Et là, ça a été pour lui une révélation. Les gens qui étaient là ont dit, la face y a changé. À ce moment-là, il dit, ah oui. Et là, et c'est là, et ça explique... l'idée de Charest dans le temps. Et ça explique le premier tracé. C'est ce qui l'a convaincu, c'est l'argument du développement économique. Donc, contrairement à ce qu'on valorise aujourd'hui, l'idée, on va aller dans le corridor où il y a le plus de monde possible. Là, je caricature, mais si tu acceptes cette idée-là, c'est que tu vas aller là où il y a le moins de monde possible. Parce qu'il y a le plus gros potentiel de développement autour. Okay. Développement. Mais tu sais, c'est un raisonnement qui est un petit peu faussé parce que, tu sais, une ville va pas se développer tout à coup à cause du tramway. Puis si ça se développe autour de ton tramway, ben c'est parce qu'il y a des besoins dans la ville. Puis tu vas les réaliser là. Puis s'il n'y avait pas de tramway, l'immeuble, il serait construit un petit peu ailleurs parce que le besoin est là. Mais quand même, ça explique sa conversion, elle est arrivée à ce moment-là. Et c'était une conversion sur l'argument économique plutôt que sur l'argument de transport. Et avec cet argument-là, on a convaincu Lévis d'adhérer, c'est ça. Et au départ, c'était un tramway qui allait sur la Rive-Sud. Et là, c'est quand Sam Hamad et le gouvernement libéral, à une époque où les finances étaient plus difficiles, a dit non, ça sera pas un tramway, oubliez ça. Ben là, c'est devenu un SRB. On a dit, OK, on va faire rouler des bus dans nos corridors plutôt que de faire rouler un tramway, jusqu'à temps que Lévis s'aperçoivent qu'il y aurait une facture à payer pour mettre des chauffeurs puis l'entretien, tout ça. Ils ont dit, c'est trop pour nous, on ne veut pas s'en débarquer. Et là, tu as eu une période de vide. Et c'est l'élection de 2017 est arrivée à cette période-là.
Et c'est pour ça que quand Couillard a dit on aurait de l'argent, ben là, M. Labaume, très vite, a adhéré à l'idée du tramway. Mais c'est sa conversion à date de... Okay. Je me souviens plus de la date de la réunion, mais c'est quelque part en 2010, parce que le tramway est arrivé dans le plan de mobilité durable, je pense qu'il a été déposé en 2010 ou 2011. Fait que c'est un petit peu avant. Si on parle toujours du maire Labaume, il a été par moment plus populaire que le maire de Montréal, aussi populaire par moment, je veux dire, que le premier ministre du Québec, connu partout, tout le monde le voulait. Est-ce que tu penses qu'on a bénéficié de ça? Est-ce que Québec, la ville, a eu des avantages? Je sais qu'avec Jean Charest, il y a eu des bonnes relations, avec M. Hamad, pas si mal. Mais le côté populaire, puis le côté... toutes les tribunes, M. Labaume, on le veut, puis on l'aime, puis on en voudrait un de même à Montréal. Ça nous a-tu bien servi? Ben oui. C'est évident. Sans aucun doute. Okay. Il n'y a pas de doute. Moi, je pense que pendant une certaine période, M. Labaume était le politicien le plus populaire au Québec, toute catégorie, tout niveau confondu. Aucun doute. Et oui, Québec en a profité, et sous M. Couillard, et sous M. Charest. Et pas juste pour le centre Vidéotron, ça en est un exemple. En général, les promenades de Champlain, plein de trucs. Moi, des gens à l'interne là, qui ont travaillé dans un secrétariat au gouvernement, puis qui me disent que c'était indécent. À quel point il a réussi. Ben, tu sais, c'est pas juste des investissements pour... c'était des projets de loi qui ont été modifiés, les régimes de retraite, il y a plein les pouvoirs des villes, ça s'est concrétisé de plusieurs façons. Qu'on a moins vu, mais Québec obtenait ce qu'il voulait. Ben, c'était moins spectaculaire, c'était pas du béton. Non, mais c'est important. Mais c'est important aussi. Mais oui, pendant beaucoup d'années, Québec, je pense, a eu... Jusqu'à l'arrivée de la CAQ, on peut-tu dire ça, que ça a été un petit peu plus difficile? Oui, je pense que ça a été plus difficile. C'est sûr, ça coïncide aussi avec un moment où ben, tu sais, t'as l'usure du temps qui commence à faire un petit peu son effet. T'as l'arrivée de la CAQ qui change un petit peu la donne. Puis très tôt, tout ça coïncide aussi. Tu as eu la maladie de M. Labaume qui arrive pas longtemps après aussi. Donc, lui, peut-être une baisse, en tout cas, certainement une absence pendant un moment. Puis, c'est un baisse de niveau d'énergie aussi. Fait que, tu sais, tout ça coïncide de sorte que c'est sûr que M. Labaume, aujourd'hui, est encore très populaire. Puis, le côté rockstar auprès du public s'exerce encore. Mais je pense que son rapport de force est plus tout à fait le même aujourd'hui qu'il a déjà été. C'est drôle parce que quand M. Labaume arrive, il est soutenu, entre autres, par plusieurs radios parlées de Québec. Puis, quand la CAQ arrive, ils sont soutenus par qui? Des radios de Québec aussi qui ont beaucoup poussé la CAQ. Ouais. Puis éventuellement, ben, il y a eu quelques scissions dans les deux cas. Là. La lune de miel n'a pas été si longue quand on y pense. Oui, c'est ça. Mais tu sais, ça fait partie de la complexité du personnage Labaume, de la richesse du personnage Labaume. Puis je pense que ça explique aussi son succès. Essaye de classer Labaume. Il est-tu à gauche ou à droite? Il n'a pas l'air si péquiste pour un ancien péquiste, moi, je trouve. Non, d'une part, mais même sur le mais même sur le rôle de... Économiquement, il n'est certainement pas autant à gauche. Par contre, socialement, je dirais oui. Je pense que c'est un gars qui a fait beaucoup. Là-dessus, il y a peut-être des changements un peu. Parce que quand il est arrivé, lui, dans son discours, tu sais, je disais toujours le discours de quelqu'un qui ne connaît pas la chose politique municipale. Tu sais, les discours au départ, ta première campagne, les discours sont toujours un petit peu plus simplistes, les solutions un peu simplistes. Puis la CAQ était comme ça aussi. Tu sais, tu t'imagines, il suffit de faire ça. Fait que Labaume, quand il est arrivé, il dit on va réduire la taille de la fonction publique, puis on va couper. Puis très tôt, il a fait la bataille aussi sur les régimes de retraite. Fait que, il y a une partie de son règne au départ qui est allé à lutter contre les syndicats et contre le... on se rappelle tous de cette expression-là, je pense. Oui, c'est ça. Donc, c'était au départ, on pouvait ailleurs aujourd'hui. On pouvait l'imaginer un petit peu plus du côté de la droite économique, si on veut. Et ça, je pense, ce côté-là s'est estompé. Mais en même temps que je dis ça, dès le départ, et même avant qu'il arrive en politique, c'est quelqu'un qui a toujours soutenu les œuvres de charité, sincèrement. Là. Il s'est engagé, puis même pendant ces 14 années, là, on n'a pas arrêté de le voir dans tous les... à prêter son nom puis à donner un coup de main à toutes sortes d'œuvres de charité. Ça, c'est un engagement qui est très sincère puis qu'on imagine, en tout cas, plus de la gauche, le logement social. Le Québec s'est toujours investi là-dedans. Donc, et malgré tout, malgré ce que tu dis là, je pense qu'il laisse une maison assez propre là, quand il part. Les finances de la ville sont quand même... c'est pas que sa responsabilité, parce que c'est le maire, il donne le leadership, mais tu sais, quand même, la Ville de Québec, on ne peut pas dire qu'elle est gérée avec je pense pas qu'on apprenne des choses étonnantes qui nous renversent puis qu'on s'en va en faillite direct. Là. Moi, je l'ai écrit souvent, mais depuis quelques années, depuis 7-8 ans, là, couvrir les budgets de la Ville puis couvrir les bilans financiers de la Ville, c'est plate. Il se passe plus rien. Tout est prévu. Tout est planifié. C'est sûr que dans ton programme d'infrastructure, ici et là, tu vas voir apparaître tel ou tel projet. Bon, OK. Ça, il y a un élément de nouveauté, de renouvellement là-dedans. Mais le cadre financier, là, le taux d'endettement de la Ville, les ratios de dépenses, de ce que tu payes comptant dans tes dépenses, tout ça, il y a un cadre qui a été adopté très, très tôt.
à la Ville de Québec, et ils ont toujours tenu à ce cadre-là. Ils n'ont jamais dérogé à ça. C'est sûr qu'il y a un contexte économique qui a été favorable à la Beaume. La Ville est en plein essor économique, puis avant la Beaume, il y a des gens qui avaient travaillé à diversifier l'économie de la région de Québec, puis avaient travaillé à faire une fusion aussi. Puis sans tout ça, la Beaume n'aurait jamais eu le succès qu'il a eu. Lui était capable, on l'a souvent dit, de canaliser cette énergie-là. Mais au plan financier, donc, Québec a profité. Le Québec était capable de dépenser beaucoup parce que l'économie allait bien, la construction allait bien. Fait que t'as des nouveaux revenus de taxes qui rentraient, qui sont rentrés régulièrement, plus les aides de gouvernement aussi. Donc, il a réussi à dépenser beaucoup sans endetter la ville davantage. Puis en faire pas mal, parce que quand on comparait M. Lallier, on disait Lallier embellit la ville, entre autres. Tout le secteur du Vieux-Port, on se rappelle, le secteur Charest, puis un peu partout. La colline parlementaire. Mais M. Labaume a réussi à embellir la ville aussi. Gilles, je te dirais, M. Lamontagne a travaillé à embellir la ville. M. Pelletier a travaillé pas toujours avec des choix qu'on referait aujourd'hui. Non, c'est sûr. Parce que dans le cas de M. Lamontagne, quand il a bétonné la Saint-Charles, il a bétonné la Saint-Charles. Aujourd'hui, on regarde ça avec nos yeux d'aujourd'hui. Il dit, quelle mauvaise idée. Mais à l'époque, et on a mis de l'argent pour renaturaliser les berges. Mais à l'époque, c'était une dompe. Et en faisant ça, t'as assaini les bords de la rivière et t'en as fait des promenades publiques, donc des espaces publics. L'idée n'était pas folle, par contre, pour la pérennité, c'était pas viable. Mais il pouvait pas. Non, pour la santé de la rivière, c'était pas l'idéal, mais l'intention était d'embellir la ville. Donc, il y a une espèce de fil conducteur. Lallier a été beaucoup là-dedans. La seule qui a pas eu le temps de le faire à Québec, mais elle l'avait fait à Sainte-Foy aussi. Quand on pense à la place Jean-Cartier, Mme Boucher a fait ça aussi. Donc ça, c'est un fil conducteur. Il y a des choses qui ne changent pas selon les maires. La place du tourisme dans la ville, embellir la ville, ça, c'est des choses, la place de la culture dans l'économie de la ville, c'est des choses qui ne changent pas, ça, avec les maires. J'ai aimé, qu'entre autres, je sais pas si c'est toi qui avais écrit ça ou c'est quelqu'un d'autre au Soleil, mais on faisait la Beaume en 4 temps, puis je trouvais que ça définissait bien. On disait le festif, le gestionnaire promoteur, la bête politique, le sociologue. Parce que quand on regarde les hommages qui ont été lancés, écrits, dits sur le M. Labaume, son passage à la ville, on a beaucoup lu, j'en avais pris quelques-uns juste pour mon plaisir, des gens qui disaient, par exemple, il y a eu le courage, des mots qui reviennent sur M. Labaume, il y a eu le courage de ses idées, il est parti en cowboy puis il a fini en humaniste étonnant, ça c'est des gens qui font son bilan, franchise, simplicité, droiture, il nous a donné le goût d'aller à Québec. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, il a tellement bien vendu la ville qu'on est allé plusieurs fois, on a eu le goût d'y aller, coloré, authentique, des choses qui reviennent. Puis la critique la plus fréquente, c'est il acceptait mal, pas facilement la critique. Bon. Fait que lui-même dit ça prend un coin dur. Il a répondu à ça en masse. M. Labaume dit c'est pas une coin dure, t'es pas capable de mener une ville de même. Puis autrement dit, il disait quasiment à son successeur ou sa successeur, fermez l'iPad, ça voulait dire si vous avez une idée, allez-y, go, parce que sinon ça marchera jamais là. Ah non, mais je pense que tout ça est vrai, hein? Tout ce que tu viens d'évoquer est parfaitement vrai, ça et plus, mais oui, la Beaume a été et tout ça, là, ça a été une de ses forces, là, et dans le style capable d'être le gars charmant, séduisant, convaincre les gens de l'extérieur que... Tu sais, la job d'un maire, la première qualité d'un maire, je pense, c'est d'être un bon vendeur. Si tu vends ta ville aux touristes, tu vends ta ville aux investisseurs, puis tu vends ta ville aux citoyens, tu les convaincs d'aimer ta ville. Ça, il a été excellent dans ce rôle-là, mais il ratissait large. Il a occupé tous les terrains, autant l'environnement que le développement économique, que le développement social et tout ça. Et d'ailleurs, ça a été une de ses forces. Depuis 14 ans, il n'y a pas eu d'espace pour l'opposition, même au niveau des idées. Le seul espace que l'opposition a eu depuis quelques années, c'était sur le terrain de la démocratie. Dire, OK, moi, je serais plus à l'écoute, moi, je consulterais plus, moi, je serais plus respectueux. Ça, il y a une poignée pour le... Mais autrement, tous les terrains ont été occupés par lui. François, est-ce qu'on aurait dit la même chose s'il avait arrêté en 2017? Est-ce que c'est un mandat de trop, comme certains le disent? Parce que moi, j'ai trouvé qu'il avait l'air, on l'a dit une couple de fois, il y a depuis un an, depuis qu'on fait des podcasts, entre autres, ensemble, on a dit qu'il avait l'air écœuré par moment, tanné un peu. Oui, en baisse d'énergie.
Ça se peut, là. Oui, mais c'est un constat. C'est ça. Puis, tu sais, il y a eu dans sa vie personnelle, il y a eu plusieurs changements aussi. Quand même. Décès de son père, sa maladie, bon, il s'est séparé, c'est connu. Et tout ça fait en sorte que le niveau d'énergie a été moins là. Mais est-ce que ça a été le mandat de trop? Si on regarde avec le recul, moi, je pense pas. C'est ceux qui disent que c'était le mandat de trop, c'est des gens d'opposition qui ont beaucoup véhiculé. Ou ceux qui l'ont jamais aimé, ça, c'est en masse. Ou des gens qui l'ont jamais aimé. Mais même dans les gens qui l'ont jamais aimé, aujourd'hui, moi, je les sens beaucoup plus adoucis dans leur analyse, beaucoup plus nuancés dans leur analyse de l'ensemble de la performance de M. Labaume. Dis-moi, le maire a toujours été aimé par la majorité des gens, pas une majorité si forte tout le temps, mais il y a quand même, c'est assez rare quand même de faire autant de mandats en étant toujours, comme tu disais, il n'y a pas eu beaucoup de place pour l'opposition. C'est pour ça que on serait embêté de pas imaginer que ça peut être une boîte à surprise qui s'en vient pour l'automne. Parce que là, d'abord, si tu me dis que, selon toute vraisemblance, c'est Mme Savard... mais je te dis pas que c'est elle qui va gagner, là. Non, qui serait la suite de M. Labaume. La dauphine. Dans cette équipe-là, ou ce qui va rester de cette équipe-là. C'est ce qu'on entend, on verra bien si ça se concrétise. Là. Puis on dit tout le temps, ça prend-tu un gros nom nécessairement? On est obligé de penser que Mme Boucher est arrivée avec 2-3 pancartes. Elle était connue dans le monde municipal, puis d'une certaine façon, à cause de la radio aussi connue. Fait que, tu sais, c'est des mauvaises comparaisons. Le maire Labaume, lui... T'as pas un gros nom? Pas toi, 2% au début, contre Mme Bourget à l'époque. 3%. C'est-tu Mme Bourget, sa première élection, lui? Oui, en fait, il a fait une première tentative en 2005 pour prendre la direction du parti de Jean-Paul Lallier. Ouais, il s'est retrouvé contre Claude Larose, je pense, puis Anne Bourchette à cette époque-là. Il n'a pas gagné. Non, il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné la course c'est à la direction. C'est ses premières armes dans la politique municipale. Oui, c'est ça, parce qu'il en avait fait quelques armes avant en politique provinciale. Il avait été dans le cabinet de Jean-François Bertrand à l'époque, puis il avait été battu à une investiture du PQ dans Montmorency par le député, celui qui est député de la CAQ aujourd'hui, Jean-François Simard. OK. C'est lui qui avait battu M. Labaume. Il avait battu M. Labaume à une investiture du Parti québécois. Donc, il connaissait la politique, il s'intéressait à la politique depuis longtemps. Mais c'est ça. Donc, 2005, il tente de prendre la direction du parti de M. Lallier, ça marche pas. Et là, c'est en 2007, là, on se souvient, c'est au décès de... En 2007, il l'a fait tout seul. Ouais. Parce que c'était une élection partielle à la mairie. Donc, il n'est pas arrivé avec une équipe. Et lui, il l'a vécu pendant 2 ans. C'était quoi être un indépendant? Puis à avoir négocié, travaillé. Puis en 2009, il est arrivé avec une grosse équipe. C'est curieux, mais tu as évoqué ça un peu tantôt. M. Gosselin a quand même une pas pire expérience. Ça fait une couple d'années qu'il est là. Puis on n'a pas l'impression que ça va servir tant que ça, pour l'instant en tout cas. Bien, moi, ce que je constate de Québec 21, bon, on n'aime ou n'aime pas la personne. Moi, la personne, j'ai aucun problème. Il est charmant, M. Gosselin. Il n'y a pas de... Bon, est-ce qu'il y a une énorme envergure? Peut-être pas. C'est pas quelqu'un qui est flamboyant. On va le dire comme ça. C'est pas quelqu'un qui est flamboyant. Moi, ce que je vois, c'est que le discours de son parti s'est beaucoup enrichi et affiné au cours des 4 dernières années. Okay. Beaucoup. On n'est plus... Rappelons-nous, on en a fait une caricature. Parti du stationnement il y a eu deux caricatures, je dirais. Celle de la rue Maguire, c'est ça. Il est arrivé en disant il n'y a pas question de sacrifier une case de stationnement pour planter un arbre. Et puis l'autre, c'était le 3e lien à l'est. C'était ça, le programme en 2017. Assez que quand tu demandais c'est quoi ton programme culturel, il répondait 3e lien. Non, c'est caricature à peine. Non, mais c'était ça. C'était que ça, c'est vrai. C'était ça. Alors que c'est plus ça aujourd'hui. Donc, il a appris, sauf que tout ce qu'il a appris l'amène exactement là où est déjà Labaume et où est aussi Démocratie Québec et où semble être le nouveau parti de M. Québec Centraide, fort et fier. Ouais. Hey, qui est, petite parenthèse, moi je pense qu'il est à surveiller, sérieusement. Sérieusement. C'est un très bon tribun. C'est un gars qui est capable facilement de placer ses idées puis d'être d'une pertinence quand il parle. C'est important, le discours, t'es d'accord? Pas juste un discours, mais être capable de dire ce que tu veux puis dans des mots simples. Non, il y a cette force-là. Il y a celle-là, puis il y en a quelques autres aussi, dont celle d'avoir des réseaux. À Québec, tu sais, quand tu es à Centraide, tu as collecté depuis des années, fait que tu sais à quelle porte aller cogner. Là, que le financement, déjà, ça va bien. Là, c'est ça, mais tu sais, je pense qu'il connaît un peu ça. Fait qu'il y a ces réseaux dans les milieux communautaires, dans les réseaux sociaux, mais nécessairement dans les milieux d'affaires, dans les milieux institutionnels, parce que tu as cogné à toutes ces portes-là. Fait que déjà, il y a ça, il y a son charisme personnel, sa capacité de communication. Mais moi, ce qui m'a le plus... Ça, on me l'avait dit, parce que moi, je ne le connaissais pas, je l'ai rencontré pour la première fois. J'y ai parlé pour la première fois dans les dernières semaines. Et moi, ce qui m'a frappé le plus, c'est à quel point quand il parle de choses municipales qu'il connaît
Peu, en théorie. En fait, non, mais il n'y a pas d'expérience là-dedans. Mais il a appris. Moi, je suis assez flabbergasté de voir à quel point il maîtrise les dossiers dont il parle en ce moment. T'sais, il a fait une sortie hier là, sur les rues principales, la dynamique des rues commerciales, je veux dire, ou quand il parle d'aménagement urbain, tout ça. Je pense qu'il est allé à bonne école. Mais j'ai trouvé drôle. Il est bien entouré parce qu'il sait de quoi il parle déjà. Ce qui est étonnant, puis je termine là-dessus, parce que des nouveaux venus en politique, souvent, leur discours est beaucoup moins étoffé là-dessus. Il dit on va couper l'indépendance, puis alors que lui, il arrive avec une vision. Mais sa vision à M. Marchand, Bruno Marchand, n'est pas tant que ça différente de celle de la Beaume, de celle de Démocratie Québec, puis de celle de Québec 21. On veut améliorer la qualité de vie. Non, mais on a délaissé les banlieues. Je suis parti à rire quand j'ai vu ça. Parce que c'est vrai que c'est un discours, bon, on a beaucoup parlé de la ville, le maire Labaume, bien qu'il comprenait qu'il y avait... Mais tu sais, M. Marchand qui dit on va s'occuper des banlieues. Je trouvais que ça faisait envoler d'un tal de Gosselin aussi, là. Oui, il y a ça aussi. Mais tu sais, M. Labaume, quand il a été élu, il était perçu comme le gars des banlieues. Ah ben oui, au départ, ben oui. Ben oui, comme le gars des banlieues. Puis dans les faits, tu sais, M. Labaume, il y a eu le tramway là, qui est plus centre-ville, le tracé de tramway. Mais pour le reste, tu sais, ils ont beaucoup mis d'argent. On en parle moins souvent, mais ils ont mis beaucoup d'argent dans les parcs de quartier, les places publiques de quartier, les arénas, partout, les équipements de sport et de loisirs, partout sur le territoire. Fait que c'est pas exact de dire que les banlieues ont été délaissées. Les rues commerciales ils gagneraient à avoir plus de vitalité, mais ça, c'est des choix d'administration municipale, oui. En partie, je pense que la ville peut changer quelque chose là-dedans, mais c'est aussi le résultat du commerce électronique, puis des grandes surfaces et tout ça. Donc, les rues commerciales sont asséchées un petit peu parce que la concurrence venait de plus en plus de l'électronique et des grandes surfaces. Est-ce qu'on pourrait dire que la seule chose qui a jamais été réglée, en tout cas au plaisir de ceux qui suivent la chose municipale puis qui aiment la région de Québec, c'est l'union des villes, Lévis et Québec, parce que moi j'ai l'impression que tout est factice là-dedans. J'ai l'impression que ça saillisse vraiment. Puis même, je pense que M. Labaume haït plus M. Lehouillier que le contraire, mais ça, c'est une perception. Je ne sais pas si je dis la vérité. Mais moi, ça me déçoit. En tout cas, je trouve qu'on n'est pas capable d'avoir une solution qui aiderait le développement de la région autant qu'on pourrait. J'ai l'impression que... moi, je pense que c'est un des... Moi, dans l'analyse que j'ai faite, moi, c'est ça, je l'ai identifié comme ça. Moi, je pense que c'est un de ses grands échecs, c'est ça. Mais en même temps, il n'est pas arrivé à l'hôtel de ville en haïssant Lévis et Gilles Lehouillier. Non, c'est pas ça. En fait, à l'époque du tramway, le premier tramway, là, celui de 2010-2011, et même celui du SRB, là, ils étaient tous les deux au front ensemble, ils s'entendaient comme larron en froid à ce moment-là. On les sentait très proches et ils travaillaient ensemble à ce projet. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est quand, à un moment donné, ils se sont mis à mettre un petit peu plus de chiffres sur la table, puis que le maire de Lévis s'est aperçu que si le tramway s'en va chez vous, ou le SRB, puis tu veux l'amener jusqu'au campus de Desjardins dans l'Est, ça veut dire qu'il va falloir... ça va déranger la ville. C'est sûr, le gouvernement allait payer, mais après ça, il va falloir payer pour les opérations, de tout ça. Et là, c'est aperçu que... Parce que Lévis, c'est une ville qui met en proportion de sa taille pas beaucoup d'argent dans le transport en commun par rapport à d'autres villes du Québec. Très, très peu. Et là, je pense qu'on se retrouvait dans une situation où il allait falloir qu'il en mette plus et... Des taxes. Et il a baqué. Il a dit, ça marche pas. Donc, il s'est un peu retiré de ce projet-là. Et ça, M. Labaume, qui parmi ses défauts, est très rancunier. Il l'a encore sur le cœur, puis il n'a jamais pardonné ça. Parce que c'est ce qui fait en sorte qu'à l'élection de 2017, tu t'es retrouvé avec plus de projet du tout, de transport en commun, puis là, le tramway commençait à se dessiner en coulisses, mais je pense qu'il y a jamais... c'est Lévis. Il n'a jamais jamais pardonné ça à M. Lehouillier. Alors, parce que M. Lehouillier, moi, je le connais depuis longtemps aussi, puis c'est pas... À l'interne, on le dit très dur et très exigeant. Ça, il y a un nombre d'employés et collaborateurs qui en témoignent. Mais ouvertement, c'est pas quelqu'un qui est belliqueux ou qui est confrontant, comme M. Labaume l'a été sur la place publique, où il n'hésitait pas à interpeller d'autres acteurs politiques. M. Lehouillier n'est pas dans cette dynamique-là. C'est pas dans sa nature. On termine avec une petite question le fun. On se projette. As-tu une idée de ce que M. Labaume pourrait faire? Il va vouloir dormir, mais tu ne dors pas pendant 9 ans. Là. Il a 65. Il peut faire ce qu'il veut. Je ne sais pas s'il est à l'abri des problèmes. C'est un gars qui avait de l'argent avant de se présenter. Je pense pas que la mairie l'a rendu milliardaire non plus. Là. Non, mais, parce que s'il y a une chose, c'est que... Ouais. On peut il était plus riche avant, là, c'est ça? Ben, je sais pas s'il était plus riche avant, mais il m'a jamais montré ses comptes de banque, là, mais ses livrets de banque. Mais, mais ce que je disais, c'est que c'est pas quelqu'un qui s'est enrichi avec la mairie pour des mauvaises raisons. Là. C'est pas du tout... Il y a d'autres défauts, mais...
Mais au plan éthique, je pense que c'est quand même un exploit. Hein? Tu sors de 14 ans sans avoir été trop égratigné. Il y a 2 moments où il y a eu des questions. L'affaire de Rapaille, non? Non, ça devient une anecdote, c'est un choix. C'est ridicule. C'est une dépense de 300 000, c'est un plan de marketing qui n'a pas marché parce que c'était pas le bon gars. Mais non, c'est anecdotique, ça. Non, je pensais pas à ça. Moi, je pensais au financement des partis politiques. Tu sais, à Montréal, et beaucoup d'autres villes à Montréal ont été éclaboussées avec ça. Québec, son parti, au départ, M. Labaume, se finançait exactement comme les autres. C'est-à-dire, il y a de l'argent corporatif là-dedans, puis il faisait semblant qu'il n'y en avait pas, puis quand ça a sorti, il était un peu fâché, quand on l'a démontré, puis le DGE s'en est aperçu aussi. Fait bon, là-dessus, mais c'était pas pour s'enrichir personnellement, mais disons que là-dessus, il était pas plus pur que les autres sur le financement. Bon, mais il n'y a pas de retour de contrat, rien de ça, comme on a vu ailleurs. Mais là-dessus, puis l'autre moment où il y a eu des questions, c'est à un moment donné sa proximité avec Pierre-Carl Pellado. À l'époque de la négociation, de l'amphithéâtre et tout ça. À un moment donné, c'était limite. En train de vendre la ville, il y a eu toutes sortes de choses que tu vas ensemble à Las Vegas ou dans un chalet pour négocier. Mais t'as jamais eu l'impression que c'était pour son intérêt personnel. Mais autrement, là, il n'y a pas eu de soupçon, rien. Et la ville a été assez, sous son administration, la ville a été assez intraitable. C'est-à-dire, il acceptait rien. Tolérance zéro là-dessus, ça mérite d'être souligné. Oui, il faut sortir de 14 ans de vie publique sans... Où il y a eu quand même du succès, là. Tu sais, c'est pas... Oui, c'est ça. Alors qu'on sait à quel point dans d'autres villes ailleurs, qu'on nommera pas, mais qu'on pourrait... Laval en est un exemple intéressant. Un bel exemple, mais il y en a d'autres. Fait que donc, ça mérite... Qu'est-ce que tu vois, toi, M. Labaume? Qu'est-ce qui t'étonnerait ou qu'est-ce que tu vois? Ben, je sais pas moi. Le premier réflexe, c'est de dire, il était engagé dans il était engagé avant d'arriver à politique. Bon, il était à la Fondation de l'entrepreneurship, des choses comme ça. Bon, mais il était aussi engagé dans beaucoup d'œuvres de charité. Puis c'est sûr, ça serait un prolongement naturel, avec... Prendre la place de Bruno Marchand? Ben, je lui ai demandé quand je lui ai rencontré. Ben oui, j'ai demandé. C'est très bon. Ben, il est parti à rire, mais ça, c'est vrai, on aurait pu l'imaginer là. Non, mais utiliser son nom puis sa capacité, son pouvoir d'attraction encore, sa force de frappe. Il y a un gros tirant d'eau encore pour mettre ça au service d'œuvres de charité. Moi, je l'imaginerais dans ce rôle-là. C'est quelque chose que tu peux faire un peu à ton rythme, qui n'est pas aussi accaparant que la mairie, qui peut te laisser du temps pour toi, qui te donne l'impression d'être utile, qui te permet d'être encore applaudi ou apprécié. Moi, je l'imaginerais dans un rôle comme ça. Tu vois, l'allié, quand il a quitté, bon, il est retourné un petit peu dans un bureau d'avocat, puis il a enseigné à l'université. On n'a pas de misère à l'imaginer comme ça, M. Lallier. Dans le cas de M. Labaume, je pense qu'il y aurait du monde, s'il décidait de donner des cours de je sais pas quoi, je pense qu'il y aurait du monde qui s'inscrirait. Mais j'ai aucune idée, sérieux, j'ai aucune idée. C'est ce qu'il voudrait faire. À cause de l'intérêt qu'il peut susciter quand il parle, puis les images qu'il a. Moi, je te l'ai déjà dit, j'ai eu le bonheur d'avoir Robert Bourassa comme prof à l'Université Laval. Puis, on était à 250 dans la classe, puis c'était bon. Des fois, il fait un cours de 3 heures, des fois, il s'en rendait à 4h30. C'est vrai, hein? Il n'y a personne qui sortait, ça va être trop intéressant. Fait que, ça serait pas fou. Tu sais, professeur libre, il donne quelques cours, là, ça serait plein. Mais t'es d'accord qu'il n'y aura pas à mettre sur LinkedIn à jour son profil. Ça va sonner. Il y a peut-être quelques chasseurs de tête qui vont cogner à sa porte. Oui. C'est drôle, mais là, c'est lui qui pourra répondre à cette question-là, mais moi, je ne l'imagine pas s'en aller dans un bureau d'ingénieur ou dans un bureau faire du lobbying ou faire de... même si, tu sais, une expérience d'entrepreneur, ses contacts et tout ça ferait que je suis certain qu'il serait très recherché par des grosses entreprises privées, mais c'est drôle, tu le vois spontanément, c'est pas quelque chose de public un peu, mais spontanément, je l'aurais imaginé dans un rôle, entre guillemets, plus social. Mais là, c'est lui qui le dira, hein, il va réfléchir à ce qu'il a le goût de faire. Et va-t-il être capable Ben, il dit lui-même qu'il sera pas capable de rien faire. Il se voit pas être à la retraite puis juste libre dormir, là, comme peut-être les premiers jours, là, mais de toute façon, on va le voir partout. On va l'imaginer à TV, on va l'imaginer à la radio parce qu'il est à l'aise là. On peut l'imaginer comme professeur, comme tuteur, comme... il pourrait être animateur de radio demain matin. Probablement qu'il y aurait un certain succès. Hein? Mais c'est ça, jusqu'où... Mais animateur de radio, là, la tentation de jouer à Belle-Mère va être forte, là. Il y en a qui l'ont fait en masse, par exemple. Oui, il y en a. Ben, écoute, il y a quelques émissions d'ex qui réunissent des gens comme ça. Hein? Fait que c'est sûr qu'il y aura un certain succès aussi si vous voulez aller du côté des médias. Il sera pas mal pris. Il y a un talent, puis il y a un talent de communication. Est-ce qu'il va être capable de prendre son temps puis de dormir vraiment? C'est ça qu'il faudra surveiller. Hey, merci, François. Combien de temps? Salut, François Bourque. Merci. Salut.